Alors, bienvenue tout le monde. Mon nom est Bertrand Gignac, je suis directeur général de la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec. Alors, vous pouvez voir sur le site Internet de la conférence, là, il y a différentes activités qui sont déjà inscrites pour le 1er octobre ou alentour du 1er octobre prochain, un peu partout au Québec. Alors, on voulait en faire la promotion par cet événement-là. Et puis, on souhaite que pour les années à venir, on se promène. Donc, on ne devrait pas revenir à Montréal pour le même événement l'an prochain. Mais il y a 18 régions au Québec, donc après 18 ans, on aura fait le tour normalement. OK? Voilà. Donc, sans plus tarder, me fait plaisir de vous présenter la présidente de la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec, qui va nous parler de la mission de la conférence et aussi, évidemment, de la Journée internationale des aînés. Elle va nous en faire un bref historique de la conférence. Donc, alors, sans plus tarder, Madame Nicole Bolduc-Dubois. Alors, bienvenue tout le monde. Bon, je vais vous faire un bref historique. C'est en 1999, de l'année internationale des personnes âgées, dans le cadre de l'année internationale des personnes âgées, décrétée par l'Organisation des Nations Unies. Chacune d'elles regroupe des représentants de l'ensemble des associations et des personnes aînées de sa région, ainsi que tout autre groupe ou organisme préoccupé par les conditions de vie des aînés. En 2000, Mme Louise Arel, alors ministre responsable des aînés, accordait une aide financière aux tables et précisait que le rôle des tables serait d'animer le milieu des aînés afin de les aider à jouer leur rôle de citoyens à part entière et d'acteurs dynamiques dans le développement de leur propre région. Les tables régionales de concertation des aînés avaient pour mandat d'établir des lieux régionaux d'échange et de concertation. Ceci visant à unir la voix des aînés pour mieux faire connaître leurs besoins, dégager des enjeux relatifs aux aînés et encourager ces derniers à assumer leur rôle de citoyens à part entière. De plus, les tables devaient servir de point de référence pour tous les ministères et organismes pour les consultations qu'ils entendaient mener dans les régions. Enfin, elles devaient représenter les aînés auprès d'organismes comme les régies régionales de la santé et des services sociaux, les conseils régionaux du développement de l'époque. Afin de bien remplir leur rôle, les tables devaient se doter d'un mécanisme d'action et de fonctionnement propre aux réalités spécifiques régionales. Chaque table régionale est donc constituée selon ses propres réalités. Le Conseil des aînés. La ministre avait aussi mandaté le Conseil des aînés à ce moment-là afin qu'il assume le dynamisme de l'ensemble des tables en proposant des activités, en gardant un lien de communication avec elles et en organisant une ou des rencontres annuelles selon les besoins. Elle demandait finalement d'être informée régulièrement de l'évolution de son dossier afin de pouvoir renseigner ses collègues sur la vie des aînés en région. C'est ainsi qu'à l'origine était articulé le rôle des tables régionales de concertation des aînés et le mandat confié au Conseil des aînés. Une convention d'aide financière signée par chacune des tables régionales et là où la ministre responsable des aînés définit les obligations et responsabilités de chacune des parties. Évidemment, certains changements se sont opérés au fil des ans. Peu à peu, les tables se sont incorporées et sont devenues autonomes. À l'automne 2004, afin de mieux harmoniser leurs actions, les représentants des 17 tables régionales se sont regroupés pour former la Conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec. La conférence signe aussi une convention d'aide financière avec la ministre responsable des aînés et des proches aidants qui définit les obligations et responsabilités de chacune des parties. La mission de la conférence. La conférence a pour mission de regrouper, d'accompagner, de mobiliser les tables régionales afin qu'elles puissent s'exprimer d'une seule voix relativement aux grands enjeux qui touchent les personnes aînées du Québec. Elle doit représenter les tables auprès des diverses instances sur les questions liées aux personnes aînées. Elle doit les inciter à développer la concertation en favorisant les échanges entre elles avec les groupes et les associations qui œuvrent en faveur des aînés. Elle doit aussi identifier les principaux enjeux nationaux relativement au vieillissement de la population et proposer des pistes de solutions pour répondre aux besoins des personnes aînées. Elle travaille en étroite collaboration avec le secrétariat aux aînés et la ministre responsable des aînés. Les mandats. Elles doivent contribuer à la prise de décision sur le plan national. Elle doit soutenir les tables dans le développement de leurs activités de concertation. Elle doit agir comme relayeur d'informations et interlocuteur principal auprès des tables. Elle doit transmettre à la ministre des avis susceptibles de notamment favoriser le vieillissement actif des aînés. Elle doit valoriser la contribution des aînés et leur rapport à la société québécoise, de même que susciter la participation de la population à la promotion des aspects positifs du vieillissement. C'est ce dernier mandat qui nous réunit aujourd'hui.
En 1990, le 1er octobre est reconnu comme étant la Journée internationale des personnes âgées par l'ONU. Depuis la création des tables, avec la participation du Conseil des aînés, un thème provincial soulignait cette journée et chaque région en faisait la promotion. Depuis l'abolition du Conseil des aînés, la réorganisation des structures de la conférence et le manque de ressources humaines et financières n'ont pas permis de continuer cette tradition. En 2015, les membres de la conférence ont exprimé le souhait d'avoir un thème provincial. Cette demande a été adressée aux représentants du secrétariat aux aînés et à la ministre et ils ont accepté d'être nos partenaires. En 2016, le thème était « Les aînés, richesse de notre société ». En 2017, « Bien vieillir ensemble ». En 2018, « Partenaires pour un mieux vivre ». Et cette année, « Des chemins de vie à découvrir ». La Journée internationale des aînés se veut un moment privilégié pour constater l'importance du parcours des aînés dans notre société et la marque qu'ils ont laissée au fil du temps et qu'ils laissent encore. Ces chemins de vie à découvrir ont marqué l'histoire du Québec. À travers les époques prospères, à travers les crises économiques, du mouvement des populations rurales vers les grandes villes, du quotidien catholique vers la laïcité et la diversité culturelle, du modèle patriarcal vers l'égalité entre les hommes et les femmes, du péché de la chair à la liberté sexuelle, des grandes familles aux plus petites, de l'encrier à l'Internet, les aînés ont vécu et ont participé à ces révolutions tranquilles. Cet héritage imprégné du respect de l'autre à travers des chemins de vie souvent difficiles, mais souvent heureux, constitue une richesse de notre société. En cette Journée internationale des aînés, prenons le temps de reconnaître le parcours de nos aînés, prenons le temps d'apprécier notre histoire à travers eux et leur chemin de vie à découvrir. Merci. Les obligations, la retenue à Québec, Madame la ministre responsable des aînés et des proches aidants ne pouvant pas être présente, elle tenait à vous transmettre son message. Je vous invite donc à écouter Mme Marguerite Blais, ministre responsable des aînés et des proches aidants. Bonsoir, ici Marguerite Blais. Merci pour votre aimable invitation. J'aurais tellement aimé être parmi vous pour célébrer les aînés du Québec, les aînés de Montréal. Je tiens à remercier chaleureusement la conférence des tables régionales de concertation des aînés du Québec qui organise toutes les festivités cette année sous la thématique des chemins de vie à découvrir. Parlant de découverte, je suis tellement heureuse que votre président d'honneur soit Marcel Sabourin et permettez-moi de le saluer chaleureusement. Je vais vous raconter une petite histoire. À l'époque où je travaillais dans les médias, il y a eu cet échange entre des gens des médias et les comédiens qui faisaient partie de la Ligue nationale d'improvisation. D'ailleurs, M. Sabourin, vous seriez fier parce que je suis en train d'improviser, là. C'est vrai, j'ai pas de texte, alors j'improvise. Et j'ai été invitée à partager un match avec la Ligue nationale d'improvisation et mon coach était Marcel Sabourin. Cet événement reste gravé dans ma mémoire parce que grâce à Marcel Sabourin, à la façon dont il m'a coaché, j'ai obtenu la 2e médaille du match. Alors, M. Sabourin, merci pour tout. Vous avez fait une carrière remarquable et remarquée et je suis tellement heureuse que vous soyez associé à cet événement important. Des chemins de vie à découvrir. Vous savez, je dis souvent à la caméra, et je vais le dire ce soir, que les rides représentent, à l'instar des sillons d'une carte géographique, représentent les histoires de vie des hommes et des femmes. Quand on n'a pas de rides, c'est parce qu'on n'a pas de vécu. Et vos rides, c'est toute votre vie, c'est toute votre expression, c'est toute votre histoire. Je vous souhaite une belle soirée et laissez-moi vous dire que je suis tellement fière de représenter les aînés du Québec. C'est pour moi un immense privilège. Alors, pour la suite, nous allons voir une présentation des activités à Montréal en lien avec la Journée internationale des aînés. Alors, j'inviterai M. Raphaël Massé à venir faire sa présentation. Alors, Madame Boitou-Dubois, M. Chignac, Madame Marino,
ainsi qu'à vous toutes et à vous tous qui vous êtes déplacés ce soir pour souligner, pour célébrer cette 28e quand même, Journée internationale des aînés. Bonsoir. D'abord, permettez-moi de remercier la conférence qui a décidé d'organiser cette première chez nous, à Montréal, donc on est vraiment reconnaissant. Je me trouve vraiment chanceux de pouvoir assister à cette première, qui d'ailleurs pourra ensuite parcourir tout le Québec via la captation vidéo qui en est faite ce soir. Monsieur Chignac, Madame Baudu-Dubois, on ne sait pas où est-ce que vous allez faire votre activité du 1er octobre l'année prochaine, mais pour vous témoigner de notre reconnaissance d'avoir fait notre première chez nous, on vous assure, puis là je suis enregistré, il y a des Kodak, que l'année prochaine, la table de Montréal, peu importe où c'est, on va y aller. Puisque je suis dans les remerciements et dans les salutations, je tiens à souligner la présence d'une personne toute particulière ici, ce soir, une personne qui s'est démarquée tout au cours de sa vie, mais plus particulièrement dans les dernières années, dans le cadre de ses fonctions à la Fondation Émergence, si bien que l'année dernière, en 2018, on lui a attribué pour la région de Montréal le prix Hommage Aîné. C'est M. Jean Lalonde, que je salue. Merci. Merci d'être là ce soir. Merci, M. Lalonde. Alors, à Montréal, comme un peu partout au Québec, il y a plusieurs activités qui sont organisées pour souligner cette journée importante et c'est vraiment tout l'écosystème du milieu aîné qui se mobilise pour organiser ces activités-là. Alors, qu'on parle de la police du SPVM via ses postes de quartier, du système de la santé via ses organisateurs et ses organisatrices communautaires, les tables locales pour aînés, les centres communautaires pour aînés, les associations, Alouette, tout le monde, tout le monde vraiment met la main à la pâte pour organiser localement, dans chacun des milieux, dans les quartiers, dans les arrondissements, des activités qui sont vraiment collées sur les besoins de leurs citoyens aînés. Cette année, à Montréal, c'est plus d'une vingtaine d'activités qui sont organisées et vraiment partout, dans l'Est, dans l'Ouest, dans le Nord, dans le Sud, partout il y a des activités qui sont organisées pour célébrer cette journée importante. Et vraiment, il y en a pour tous les goûts. Que ce soit des dîners, des lunchs, des rassemblements, des pièces de théâtre, des colloques, des forums, des marches de solidarité, vraiment, il y a de tout. Et pour avoir accès à la liste de toutes ces activités-là, eh bien, nous, à chaque année, la Table de Montréal, on en fait une recension qui est publiée via notre infolette. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé à participer à des événements qui vont avoir lieu près de chez vous, à aller la consulter. Elle est disponible sur notre site web. Et cette année, s'il y a plusieurs activités qui sont organisées localement, il y en a aussi une qui est organisée, qui a un rayonnement, disons, un peu plus régional. Et pour vous parler de cette activité-là, eh bien, je vais laisser la parole à un des organisateurs de cette activité, c'est M. Nelson Ojeda, qui est notamment, et là j'insiste sur le mot « notamment », président du Forum citoyen aîné de Montréal, mais qui a aussi beaucoup d'autres implications. C'est quelqu'un de très occupé. Alors, Monsieur Ojeda, je vous invite à venir prendre le lutrin pour d'abord nous présenter votre chemin de vie à vous, mais aussi cette activité qui aura lieu le 1er octobre. Monsieur Ojeda. Je suis petit, mais concentré. Bon, je vous demande des excuses, mais je pensais que j'étais un peu plus tard. Bon, effectivement, à ce moment-ci, moi je dirige, entre autres, le Forum des citoyens de Montréal. Pour qui le savent, le Forum est l'organisme des aînés les plus anciens, qui a été créé en 1965. Et nous, on l'a été pendant toutes ces années-ci, on y a été en intervenant de telle façon que ça puisse vraiment se conserver. Dans ce qui est le monde des aînés, vous le savez bien, les grands pourcentages des aînés ne sont pas protégés par des organisations à eux. Surtout les syndicats, oui, les ONG, Radio-Canada, les employés publics, tous ces gens-là, oui, ont une protection au niveau des aînés, mais pour le reste de la société, non. C'est là donc qui est la FADOC, la QDR et le Forum des citoyens de Montréal. Le Forum, on l'a défini bien plus tôt aussi comme l'organisme qui
mais le parapluie surtout sur les aînés des communautés culturelles. On est 28 communautés culturelles à l'intérieur, donc c'est un peu la vie. On fait là-dedans, et logiquement, en harmonisant ça avec la FADOC et avec la QDR aussi. Donc, on y participe, bien spécifiquement. Depuis des années, depuis déjà 8-10 ans, nous on fait une parade pour le 1er octobre, qui est la journée des aînés. Mais on l'a défini, là, après je vais vous raconter comment et pourquoi. On l'a défini un peu dans un cadre politique. Politique dans le sens de l'action, non pas dans le sens idéologique des partis. On l'a mis au milieu, une parade des aînés qu'on a mis au milieu du monde des affaires. Ça a été exprès. Les mettre à la place Square Victoria, mais juste au milieu du monde des affaires. Ce qu'on fait là, donc, c'est une parade pour d'abord établir le fait que nous existons et surtout que nous sommes des sujets de notre situation. On n'est pas des malades, parce que devenir aîné, ce n'est pas devenir malade, non. Et surtout, on s'est retiré, oui, du monde du travail, mais on ne s'est pas retiré de la vie. Donc, tous ces éléments-là sont, pendant toutes ces années-ci, ont donné de bons résultats. De bons résultats dans le sens aussi politique. La ville de Montréal, déjà l'année passée, et cette année-ci, a déclaré cette activité comme l'activité officielle de la ville de Montréal. Avec l'appui aussi de la table de concertation, avec laquelle on a fait. On fait toutes nos activités au forum et des organismes comme l'Éclat. Ça, c'est la situation actuelle. C'est là qu'on est. Ça, c'est un morceau de ma vie. Bon. Moi, je suis chilien. Donc, Amérique du Sud, je viens du Chili. 1970-74. Ça, comme affirmation, c'est une affirmation de base et de fond, parce qu'on est le produit d'un ensemble de coups d'État. Et un ensemble de coups d'État produit aussi par un changement de société que dans toute l'Amérique du Sud s'est développé pendant ces années-là. Chili, le premier, l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, l'Amérique centrale, et tout l'ensemble des sociétés latino-américaines qui commencent à un peu établir ces espaces d'existence. Chose que logiquement, à ce qui est la domination, surtout économique et sociale, en Amérique latine, États-Unis, provoque des problèmes avec les multinationales, donc réponse coup d'État. À la fin, on a eu des coups d'État dans presque tous les pays de l'Amérique latine. Donc, avec ce que ça implique, sortir de là. Sortir de là, on est arrivé là, ici. Donc moi, je n'ai pas choisi de sortir de mon pays. Je suis bien reçu ici, oui. Mais cette existence-là, c'est pour, à la fin, on se réunissait ici autour d'une table, et la seule chose qu'on changeait, c'était le nom du général, parce que la chose était la même dans tous les pays. Et établir donc des politiques communes, d'intégration, surtout d'intégration. Il faut penser qu'on venait de sociétés de caractéristiques absolument différentes à celles qu'on avait ici. On parle de ça, ça fait 50 ans. Donc, on parle de 74. La société québécoise de 74 à celle qu'on a aujourd'hui, c'est tout à fait différente. Vraiment, c'est tout à fait différent. Mais c'est nous qu'on était les premiers et qu'on a ouvert le chemin. Et cette expérience-là, surtout les premiers, c'était les Chiliens. Des petites communautés, des petites sociétés. On était 5000. Et avec un cadre global absolument différent, ce sont les premières
immigrations politiques ne sont pas des immigrations économiques, ne sont pas des immigrations sociales, avec un niveau intellectuel assez haut. Parce que la première chose dans n'importe quel coup d'État, c'est l'intelligence. Médecin, professeur, secrétaire, fait tout ce qu'ils pensent. C'est ça que nous arrive ici. Des problèmes, comme on dit toujours, c'est facile sortir les gens du pays, mais sortir les pays du gens, ça c'est une autre paire de manches. Avec tout notre bagage culturel, notre bagage politique, notre bagage social, notre bagage aussi de compromis. Personne n'est né pour faire sa vie, pour gagner de l'argent, pour retourner riche chez nous, parce qu'on ne pouvait même plus retourner chez nous. Il fallait être ici. Et logiquement, répondre aux défis des sociétés, le travail, la santé, l'éducation, la vie sociale, d'une façon que nous-mêmes, on ne connaissait pas très bien. Bon, et puis là-dessus, vraiment, même avec une surveillance policière, il faut se rappeler que nous, même moi-même, j'étais sorti pour être un danger pour la sécurité nationale de mon pays. Moi, j'étais pas loin. À ce niveau-là, effectivement, toute l'intelligentsia, c'était sécurité nationale. Bon, puis police, GRC, et tout ce qui s'ensuit. On était les premiers à apprendre tous, même la police, même l'appareil politique. Donc, on a tous appris là-dedans. Puis, on a essayé de le faire le mieux possible. D'abord, il fallait démontrer qu'on existait. Puis après le Mexique, il y avait des villes, et que dans les villes, il y avait aussi des autos, qui avaient des lumières dans les coins, avec blanc, rouge et jaune, et qu'on pouvait passer quand c'était le vert. Tout ça, il fallait le montrer aussi. Puis, commencer même à décider où est-ce qui était l'Amérique du Sud, où est-ce qui étaient les pays. Donc, on parlait espagnol, mais pas l'espagnol d'Espagne. C'était l'espagnol du Sud, qui est tout à fait différent. C'est pas la même chose. Et même entre nous, des mots que dans un pays disent une chose, dans une autre, ça peut être une insulte. C'est tout à fait différent. Donc, tout ce type de choses, ça a été l'amélioration, et surtout les partenages. Là, il faut dire aussi que, mais moi-même, j'ai eu de la chance. Et là, toujours au niveau de direction, toujours au niveau de orientation de conduction. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui connaissent ce qui existait, les clubs Saint-Denis. Les clubs Saint-Denis, c'était un club privé, mais de très haut niveau. Ma première job fort là-dedans, c'était recevoir la reine d'Angleterre la dernière fois qu'il est venu au Québec. Puis le dernier, avant de partir, 30 ans après, les G6, avant que ça soit les G7. Donc j'ai vécu toute ma vie à ce niveau-là, un peu différent du reste, mais ça a beaucoup servi aussi pour tout ce qui est la cause, l'intégration, la connaissance, la problématique différente. Alors, c'est aussi différent dans le sens que même la cuisine et la façon d'établir des relations et la façon de même exprimer ou s'exprimer ou comprendre ou se faire comprendre en étant dans l'arrêt d'autobus, ben ça faisait quelque temps que l'autobus ne passait pas. Et arrive une madame, on se parle, puis au moment donné, elle me dit, ça fait du temps que vous êtes ici. Je dis oui, 1968. Ah bon, l'autobus ne passe pas depuis ce temps-là? Elle est tout à fait différente. Mais si on me demande combien de temps je suis ici, moi, ce type d'anecdotes, il y en a pas mal. Même on était avec la GRC, toujours danger pour la sécurité nationale. Il y avait toujours une agent de la GRC. Puis, pour ce qui est aussi
et la reconnaissance, citoyenneté et tout ce qui s'ensuit, même validation des statuts. Donc, il y avait des visites, toujours des visites, interrogatoires pour cette personne. On était habitués, c'est ce que j'ai passé 2 ans dans des champs de concentration militaire. Ici, c'était gentil. Là, c'était moins gentil, mais ça faisait de façon différente. Une des questions qu'il y avait toujours, c'était l'inquiétude normale aussi. Est-ce qu'il y a, il faut se rappeler que là-bas, toute l'Amérique latine, il y a des dictatures militaires. Donc, notre fonction première ici, c'était la dénonciation, surtout ce qui était les droits humains et tout ce qui impliquait la répression. Donc, l'inquiétude du système, même la police, est-ce qu'il y a des armes? Est-ce qu'il y a de l'arme qui s'en va d'ici au pays? J'ai dit à un interrogateur, j'ai dit oui. Ah, il y a des armes qui s'envoient d'ici. J'ai dit oui. Et vous savez qui les envoie? J'ai dit oui. Et vous pouvez nous donner les noms? Mais oui. Puis là, vous voyez qu'il y a quelque chose qui était pas très cadré. Parce que nous, on avait découvert, quelques jours avant, qu'il y avait 2 bateaux pleins d'armes qui étaient ici au port et qui étaient destinés et vendus par les gouvernements, M. Clark, dans ce temps-là, par les gouvernements pour la protection. Puis tout était dans les journaux, la presse, les devoirs. Mais les policiers n'avaient pas lu ça. Donc, moi, je le connais. Parce que je le sais, bien sûr que je le sais. Parce que vous pouvez nommer, acheter les journaux. Là, vous savez ça. Donc, ce type de choses s'établissait toujours comme des relations un peu directes et indirectes. Et puis, globalement, tout ça, moi, je le raconte de cette façon-là, pour que vous ne voyez pas ma vie à moi, sinon la vie d'au moins, nous, on était 5000. Mais il y avait aussi, après, des surloyers, des sergentins, Amérique centrale. Et tous ces gens-là ont vécu après la même chose. Nous, on a ouvert le chemin, oui. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Puis aujourd'hui, on construit des sociétés ensemble. Et comme je vous dis, la société québécoise aujourd'hui, c'est tout à fait différente à la société québécoise des années 74. Et nous, on remercie tout ça. Et surtout, bon, à différents niveaux, d'abord, l'immigration, droit d'immigration, lutte pour l'immigration, le travail, ce qui était le travail. Maintenant, les aides. On est là. Puis on vous remercie beaucoup. Mais on fait une société ensemble. Merci. Alors, la prochaine présentation est en lien avec un projet d'amélioration de l'accès piéton aux établissements de santé à Montréal. Alors, j'invite à nouveau M. Raphaël Massé à venir nous en parler. Alors, rebonsoir. Merci encore une fois de la conférence de nous donner l'opportunité de présenter une initiative innovante, inspirante qui s'est déroulée à Montréal. Alors, vous le savez, la thématique de la Journée internationale des aînés, cette année, c'est des chemins de vie à découvrir. Mais des fois, quand on se promène, oui à Montréal, mais ailleurs aussi dans la province, puis on regarde l'état des rues, on peut se dire aussi, c'est des chemins à parcourir. Puis des fois, c'est des chemins aussi à sécuriser. Alors, l'initiative qu'on présente aujourd'hui, c'est une initiative d'urbanisme participatif qui s'appelle donc améliorer l'accès piéton aux établissements de santé, mais pour l'occasion aujourd'hui, on a rappelé ça des chemins à sécuriser, tout simplement. Alors, pourquoi on trouvait ça intéressant de vous présenter l'initiative aujourd'hui, c'est que, bon, déjà, on voyait le parallèle avec la thématique de la journée, mais aussi on voulait saisir l'occasion pour faire le pont avec une autre initiative en mobilité durable qui a justement lieu présentement au moment où on se parle partout au Québec, qui s'appelle les semaines J'embarque, les rendez-vous de la mobilité. Donc ça, c'est quoi? C'est une campagne qui a pour but donc de favoriser la mobilité durable chez tout le monde. Donc on parle de marche bien sûr, mais aussi d'autobus, de transport intermodal. Et nous, ce qu'on s'est dit, ben oui à la mobilité durable, mais justement, n'oublions pas les aînés, parce que les aînés aussi, ils peuvent avoir une mobilité durable, puis quand on la pense, ben il faut les prendre en considération.
Alors, le projet qu'on vous présente, c'est une initiative qu'on travaille depuis environ 3 ans, une initiative qu'on a développée avec des partenaires, tout d'abord avec le Conseil régional de l'environnement de Montréal, qui d'ailleurs va présenter par Nelson, là-bas au fond. Merci Nelson d'être là. Aussi avec le Centre d'écologie urbaine de Montréal et avec tous les organismes qui portent le projet Tandem à Montréal. Alors Tandem, c'est quoi? C'est essentiellement un programme de sécurité urbaine. Alors, c'est un projet qu'on a d'abord développé dans l'arrondissement de Saint-Léonard. On a fait un projet pilote. Puis ensuite, on est allé déployer ce projet-là dans l'arrondissement d'Hochelaga-Maisonneuve. Essentiellement, c'est quoi le projet? Ben, c'est un projet en plusieurs temps. D'abord, ce qu'on veut faire, c'est analyser les problématiques d'aménagement qui sont vécues par les personnes aînées qui vont par les établissements de santé. Hein? On pense aussi ici au CLSC, qui sont des lieux qui, à quelques reprises, couramment, faut y avoir accès. Donc, ensuite, avec les témoignages reçus des aînés sur leurs difficultés, sur leurs besoins, sur leurs solutions aussi qu'ils apportent pour sécuriser ces trajets-là, ben, on propose des solutions, et des solutions, encore une fois, qui sont discutées avec, oui, des experts, mais aussi des experts qui sont des aînés, parce que eux aussi, ce sont leurs propres experts, ils savent ce qu'ils vivent, donc ce qu'ils proposent, il faut les écouter. Une fois que les propositions sont faites, il faut aussi faire la promotion pour les mettre en place, parce que c'est bien d'avoir un cahier avec plein de propositions, mais si ça reste comme ça, on n'ira pas loin. Donc, il y a aussi dans notre démarche une étape où on s'assure que ce qui est proposé, on le présente aux instances concernées, aux villes, aux arrondissements, au système de santé, etc., etc. Et à terme, ce qu'on veut faire, c'est assez simple, c'est sécuriser et rendre convivial les abords des établissements de santé à Montréal pour s'assurer que les gens, quand ils ont à y aller, ils sont confortables pour y aller et que c'est pas un frein. Donc, alors comment on procède? Dans un premier temps, il y a une étape qui est assez traditionnelle où on fait un diagnostic terrain. Donc, on regarde quoi est situé où pour voir quels sont les secteurs d'intérêt. Ensuite, c'est là qu'entre en jeu l'expertise des aînés. Donc, on a plusieurs types d'activités participatives où on fait parler les aînés, on les fait témoigner sur ce qu'ils vivent, sur ce qu'ils aimeraient avoir comme aménagement. Et on fait ça notamment via des marches exploratoires où, ensemble, on se promène et on est capable de concrètement pointer qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui pourrait être amélioré. Et éventuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on rencontre les experts donc de la ville, de l'arrondissement, pour leur proposer des solutions qui ont été notamment mises en lumière par les principaux intéressés, à savoir les aînés. Souvent, l'élément qui retient le plus l'attention dans cette démarche-là, ce sont les marches exploratoires, parce que c'est celles qui sont, disons, le plus participatives. Donc, ça nous permet, dans ces marches-là, comme vous le voyez sur les images qui sont là, de noter ou d'observer des choses que peut-être, pour une personne qui n'est pas aînée ou pour une personne qui n'a pas de limitation ou d'handicap, on ne s'en rendra pas compte, mais dans ce cas-ci, comme vous pouvez voir, il y a plein de chantiers où c'est difficile de passer pour une personne, par exemple, qui a une marchette, qui est en chaise roulante, qui est en triporteur. Donc, grâce à l'expérience vécue, on est capable de rapidement et concrètement mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas. Puis, à partir de ça, formuler des propositions, et ça marche. À Saint-Léonard, déjà, depuis qu'on a fait le projet, puis il y a par exemple le CLSC qui a refait le marquage au sol dans son stationnement pour rendre le tout un peu plus sécuritaire, à la fois pour les piétons, qui doivent traverser le stationnement, et donc traverser un stationnement avec des voitures qui reculent, mais aussi carrément pour les personnes qui utilisent leur voiture, puis qui veulent se sentir confortables, puis comprendre où ils doivent aller, où ils doivent se stationner. Il y a aussi l'arrondissement à Saint-Léonard qui, aux abords du CLSC, a par exemple installé des bancs entre, disons, les grandes artères, là où il y a des arrêts d'autobus, et le CLSC, pour être sûr que le cheminement piétonnier qui est à faire, ce qu'on appelle souvent le dernier mille, dans ce cas-ci c'est plus environ 200 mètres, là, mais donc pour qu'il y ait le dernier bout de chemin à faire, on puisse le faire en prenant une pause, par exemple. Donc, jusqu'à présent, c'est ce qui a été réalisé, et on voit des changements qui sont quand même encourageants pour la suite. Et justement, pour la suite, qu'est-ce qu'on veut faire? Déjà, on veut continuer à valoriser le témoignage et l'expertise des aînés via ce projet-là. Vous avez compris qu'on le fait surtout dans l'est de Montréal jusqu'à présent, mais à Montréal, il y a 5 CIUS. On le fait dans un, on a pour objectif et comme ambition d'aller dans les 4 autres, et
C'est un peu pour ça qu'on présente ça aujourd'hui dans un événement provincial. Pourquoi pas aller à l'extérieur de Montréal? Donc, c'est notre souhait ce soir. Et éventuellement, ce qu'on souhaite aussi, puis on est ouvert à prendre vos commentaires là-dessus, on espérait développer un concept de zone de santé. Vous savez, il y a des zones de construction, il y a des zones scolaires, mais pourquoi pas des zones de santé? Donc, des zones de santé qui vont permettre aux tout-petits, aux familles, de pouvoir se rendre au CLSC plus rapidement, mais aussi aux personnes aînées. Alors, à la pause tout à l'heure ou à la fin, si vous avez des questions, si vous voulez donner vos commentaires, vos pistes de solutions à cet effet, je vous invite à aller voir mon collègue Nelson. Et aussi, on a gardé justement des guides de marche à suivre pour appliquer cette méthode-là. Il y en a quelques-unes que vous pouvez prendre et partir à la maison avec. Sinon, tout ça, c'est sur notre site web. Donc, je vous invite à aller voir ça. Et sinon, merci et bonne et heureuse journée internationale des aînés. Alors, merci Raphaël. Voici maintenant le moment de vous présenter notre porte-parole pour la Journée internationale des aînés 2019. Porte-parole parce qu'il a été sollicité, il le sera par des médias locaux un peu partout, entre autres dans les Laurentides, je pense, dernièrement, à Shawinigan, à la radio de Shawinigan. Il y a d'autres stations de radio qui ont démontré un intérêt. Alors, on travaille là-dessus. Même au lendemain de la Journée internationale des aînés, il est possible qu'il y ait des entrevues radio pour promouvoir le travail des tables régionales, entre autres, un peu partout. Alors, pour présenter notre porte-parole, j'ai eu la chance de lui parler à quelques reprises au téléphone dernièrement, longtemps même. Et j'ai griffonné un paquet de notes parce que je ne voulais pas me tromper. Je voulais vous faire part du fait que les échanges que j'ai eus avec lui m'ont fait réaliser à quel point c'est un homme passionné, un homme brillant. Et je venais de lire sa biographie que je vous suggère fortement comme lecture, qui s'appelle Marcel Sabourin, Tout écartillé. Et ça vient de la chanson là, de Robert Charlebois, parce que M. Sabourin a écrit des textes pour Robert Charlebois, pour peut-être bien en parler. Et puis, j'étais en vacances et là, je griffonnais. Et puis, j'étais avec mes enfants et je venais de terminer la biographie. Et ma fille a dit, maman, elle voit la photo sur la page couverture, elle dit, c'est qui ce monsieur-là? Et là, je me suis dit, c'est à partir de ça que je devrais présenter notre porte-parole. Alors, j'ai dit à mes enfants que c'est un monsieur qui a fait de la télé depuis longtemps, du cinéma, un professeur, je suis convaincu, passionné de ce que j'ai lu. C'est un grand collectionneur. C'est l'inventeur de la LNI. Là, mon fils, il dit, c'est quoi cette affaire-là, la LNI? Alors là, je lui explique un peu. Il dit, ah oui, il dit parce que lui, il aime beaucoup Émile Bilodeau, c'est un chanteur, peut-être que vous le connaissez pas, les jeunes l'adorent, là. Et puis, il en parle de la LNI dans une de ses chansons avec mon fils. Il dit, ah, c'est lui qui a inventé ça. Ben oui. Alors, je l'ai présenté comme ça, puis j'ai terminé en disant, allez voir sur YouTube, là, la ribouledingue, là. Celui qui est notre porte-parole, là, c'est Monsieur Mandibule. Alors, sans plus tarder, je laisse la place à notre porte-parole, Monsieur Marcel Sabourin. Plus ou moins, ça s'est discuté chez nous parce qu'on passait notre maison à Robert quand on allait en vacances. Et à sa femme, puis tout ça, puis c'est des vieilles histoires, ça n'a pas de bon sens. Alors, les chemins à découvrir. Quand on m'a demandé pour ça, j'ai dit, ben non, je ne peux pas parler des aînés. Je ne connais pas ça, les aînés. C'est un peu vrai, hein. Alors, il y a une colonne, là, ben oui, on va jouer à cache-cache, là. Oui, peut-être pour repoussez-vous de quelques sièges, peut-être ceux qui sont là. Et là, oui, parce que vous pouvez pas vous repousser de quelques sièges. C'est ça, juste avancez-vous d'un siège. Comme ça, j'aurai pas tout le temps la colonne devant vous, madame, et devant vous. Ouais, c'est ça, bon. C'est ça, oui, c'est ça, ah bon. Parce que j'aime ça parler à tout le monde, puis voir tout le monde, puis etc.
Alors, ceci, c'est parce que j'ai apporté ça, parce que je me suis dit, j'ai rien à dire aux aînés, alors au moins je vais leur parler d'un petit gadget. Alors, j'ai ça. Mon dentiste pensait que c'était mon pacemaker. Mais non, parce que j'ai ça ici presque toute la journée chez moi, et ça se met, c'est un petit timer. Si j'ai quelque chose à faire qui ne doit pas durer plus que 5 minutes, c'est assez pour ça. Bon, je mets ça à 5 minutes. Au bout de 5 minutes, ding, 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 ding. OK, là, je vais passer à d'autres affaires. Ah bon, mais ça mérite une demi-heure. Ding, ding, une demi-heure. Ding, 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 ding. Ça me rappelle à l'ordre, autrement dit. Ça me réveille. Ça me réveille. Madame Marguerite Blais a été bien fine, hein? C'est vrai ben oui, ça avait été un match assez mémorable. Alors, quand on m'a demandé de parler brûlé, j'ai dit, je connais rien là-dedans. Et je me suis dit, surtout des chemins nouveaux, je connais rien. Socialement parlant, je suis nul, je m'occupe jamais de rien. C'est un artiste, hein, c'est centré sur lui-même, je suis égocentrique, je suis pas intéressé. Et ni intéressant, surtout pas intéressant. Je suis très intéressé, en fait. Non, c'est vrai. Par ben des affaires. Mais je suis pas intéressant là-dessus, parce que je m'en mêle pas, je travaille pas là-dessus, rien de ça. Alors, je me suis dit, j'ai pas grand-chose à dire, mais ça, c'est juste une petite, depuis qu'il m'a demandé, ce tabarnouche-là, pour faire quelque chose, pour dire quelques mots ici. Alors, là, j'ai commencé à enregistrer des affaires, que je recopie ensuite. Il y en a, ça c'est rien, ça, il y en a juste à peu près 300 ou 400 pages. Ça m'a tellement allumé. Pas de nouveau chemin à découvrir, le chemin à découvrir, la patente, le trésor, ce qu'un aîné est. Et on parle toujours, oui, c'est ça, c'est tout un village. Mais c'est bien plus que ça. J'ai deux fils qui sont médecins. Malheureusement, ils ont bien mal tourné, ces deux-là. Les deux autres sont dans les arbres, donc connaissez un, il est acteur, etc. Et un jour, il y en a un des deux qui est endocrinologue. Il étudiait, donc il faut qu'il étudie tellement, des années. Il prend ça de ma femme, tout ça, non, pas pour moi. Et alors, un jour, il était en train d'étudier, et il y avait un livre, puis toutes deux grandes pages sur le foie. Et je pense derrière, puis moi, je me disais, il faut que j'encourage un petit peu mes enfants à étudier, hein, surtout ceux qui se pitchent en médecine, tout ça, un instant, là. Je ne suis qu'un acteur, moi, puis à peine un auteur. Alors, je pense derrière lui, puis j'ai dit, il faut que je l'encourage, là. J'ai dit, mon Dieu, ça t'en fait des affaires, ça, à mémoriser. Et il m'a dit, ouais, mais c'est parce que il y a aussi ça aussi. Il y a aussi ça aussi. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Puis il y en a encore une trentaine de pages sur le foie. Et évidemment que je dis, parce que là, je me suis montré intelligent au moins, j'ai dit, évidemment que ça, c'est pour la médecine en général, parce que j'ai dit, les spécialistes, ben, je dis, les spécialistes, ils ont 120 livres comme celui-ci à étudier sur le foie. Et ça, c'était il y a 15 ans. Maintenant, s'il y a 120 livres différents, juste en français puis en anglais, sur le foie, il y en a maintenant probablement 7850. C'est vraiment exponentiel. Tout ce qu'on découvre, sur qui, sur quoi. Oh, remarquez qu'on pourrait faire la même chose sur le maringouin. Mais, quand c'est rendu à l'humain, c'est évidemment infiniment plus complexe, et le mot infiniment est très important dans la phrase. Et donc, parce qu'on est aîné, ne pas passer à côté du trésor, du pactole, de ce pourquoi tant de gens dans la ruée vers l'or sont allés au risque de leur vie pour essayer d'avoir un petit peu d'or. Mais l'or, l'être humain, et ça on le voit quand on enseigne à des enfants, ceux qui vraiment se penchent sur l'enfant voient très bien que c'est de l'or en bord, que c'est
exponentielle en plus, évidemment, surtout à l'enfance. Ce que vous leur apprenez en 4e année, en 5e année, c'est déjà rendu ça. 8e année, c'est déjà rendu ça. Et puis quand ils font, quand ils deviennent médecins, tout ça, c'est rendu ça, plus de bon sens. Mais ça, c'est juste les connaissances. Mais soi-même, le mystère infini du maringouin. Oui, oui, de la bébête à pétate. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, l'être humain, c'est une bébête à pétate pas mal plus sophistiquée. Pas mal qui touche quasiment à l'infini. Parce qu'on n'a jamais fini d'étudier les profs ailleurs. C'est pas parce qu'on est vieux qu'on l'a pu. On l'a depuis qu'on est né. On l'a depuis que le spermatozoïde, qui avait tout ça en lui, avec l'ovule, qui avait tout ça en elle, puis les deux combinés, d'ailleurs, pourquoi le spermatozoïde Marcel est arrivé le premier, et pourquoi l'ovule était prête à accepter Marcel? Non, Yvonne, elle l'a rejeté. Et puis, Yvon aussi. Puis Marcel, elle l'a accepté. Quel extraordinaire. Les jeunes, jusqu'à l'âge de 50, 60, 70 ans, il y en a qui travaillent jusqu'à 70 ans, des malades, ils n'ont pas le temps de penser à ça. Ils n'ont pas le temps de se rendre compte du trésor qu'est l'animal humain. Ils n'ont pas le temps de s'éblouir face à ça. Nous autres, on a de plus en plus de temps. C'est vrai qu'il faut se battre pour de meilleures conditions. C'est vrai qu'il faut se battre socialement parlant. Ben oui. Moi, je connais rien à ça, par exemple. Ce dont je suis l'enthousiaste promoteur, c'est du petit brin de vitalité inimaginable qui est dans chaque être humain, qui le fait créer, qui fait que le cerveau fonctionne, qui fait qu'on imagine toutes sortes d'affaires, qui fait qu'on recherche toutes sortes d'affaires, qui fait qu'on sait maintenant qu'il n'y a pas un univers. Non, mais il faut que je vous raconte une affaire. Dans l'encyclopédie de la jeunesse que j'avais, qui était ce qu'il y avait de mieux à propos de la science à cette époque-là. Alors, moi, j'avais tout l'encyclopédie de la jeunesse, ça m'avait été donné en cadeau, c'était en 8 ou 9 ou 12 volumes, et puis là, je lisais, je me souviens, sur le ciel, puis les étoiles, puis l'univers, puis c'était, alors, la Voie lactée sur 2 pages, ça, c'était l'univers. Pourtant, ça avait été publié probablement en 1930, peut-être en 1932. Oh, c'était en 1922 ou 28. Que tout à coup, il y a un astronome qui inspectait son bout de ciel puis il prenait des photos. Alors, il observait ça, il prenait une photo puis il dit là, ça n'a plus de bon sens, cette étoile-là, elle est bien trop grosse. Ça n'a pas de bon sens. Je vais aller me coucher, demain on va revoir ça. Il reprend une photo le lendemain, ça n'a plus de bon sens. C'est trop gros pour une étoile, ça doit en avoir au moins 5, 6, 7, 8, 9, 10. En tout cas, comment ça... Je vais avoir me coucher. Il allait se coucher, il est revenu encore le lendemain matin, il a pris une autre photo. Puis là, on n'en a pas 10. Il y en a au moins 1000, 10 000, 100 000. Puis, mais il y en a qui sont aussi grosses que au début, ce que cette étoile me donnait. Il y en a 10 comme ça. Et c'était Hubble. 1922, c'est tout récent. Platon ne savait pas ça. Augustin non plus. Saint Thomas d'Aquin non plus. Ok, quel incroyable. Saint Thomas d'Aquin n'est même plus dans le livre des philosophes. Ça, je suis tombé à la renverse. On ne nous parlait que de ça au collège Sainte-Marie où je suis allé. Que de ça. Saint Thomas d'Aquin, c'était... on l'appelait le truc, le frère Angélique. Et brave Franck Jolicoeur, alors même peut-être c'est le docteur Angélique, c'est ça. Lui, il savait tout, puis en effet, quel philosophe absolument extraordinaire, mais quelle ne fut pas ma consternation. Il y a une dizaine d'années, je regarde dans un dictionnaire des philosophes du monde entier,
Et je regarde saint Thomas d'Aquin. Ah ben non, mais je l'ai dit là, c'est parce que les saints, ils en sont revenus en philosophie. Mais Thomas d'Aquin n'était pas là. D'Aquin n'était pas là. Imaginez-vous comment l'évolution qu'on a connue, nous tous, ou à peu près nous tous, pas tous, mais presque tous qui sont dans cette salle, quand nous sommes allés à l'école ou au collège, chez les frères ou chez les sœurs, tout le monde sans... il y avait peut-être 2 ou 3 athées, 2 ou 3 des êtres innommables, des êtres en marge de la société qui étaient voués à l'enfer éternel, déjà sur la terre. Mais sinon, tous les autres lisaient avec révérence, moi-même, saint Thomas d'Aquin, qui est un grand philosophe. Je pense que c'est une erreur qu'il ne soit pas dans le livre des philosophes, c'est une opinion personnelle. Et Augustin, je n'ai pas regardé pour saint Augustin. Augustin, peut-être, n'y est pas. Mais alors, c'est un vacuum. Mais alors, toute la vie que j'ai vécue, comme étudiant, des jésuites, il n'y en a pas un seul de mes professeurs. Oui, il y en a un qui est resté chez les jésuites. C'était le père Harvey, qui est un être remarquable, remarquablement intelligent et gentil. Il est devenu provincial des jésuites. Lui, il n'est pas sorti, devenu provincial. Je sais pas, il est peut-être encore, il doit être mort, mon vieux. Il avait au moins 15 ans avec moi. Oh, hey, j'ai 70 ans, j'allais vous dire. J'en ai 84. Mais à 70 ans, M. Vandal, c'est ma femme qui m'a rappelé ça juste avant que je parte. Elle dit, t'oublies, on va pas parler de M. Vandal. M. Vandal, non, mais il était gentil, c'était un monsieur formidable. Et la première petite maison qu'on a eue sur le bord du Richelieu, M. Vandal, il venait, puis il faisait pas, jamais pour rien faire de mes 10 doigts. Et alors, un jour, on dit, il est dans une échelle, il grimpe au-dessus d'une porte. Hey, M. Vandal, vous êtes sûr, là? Oui. Il avait 70 ans. J'en ai 84, je tourne encore sur des plateaux, j'ai encore au Saguenay, je passe des nuits blanches, puis toute l'affaire. Puis beaucoup de gens de 84 ans que je connais sont capables de faire ça, ou seraient capables si leur métier le demandait. Où ça part en faisant des runs, en ski ou n'importe quoi. À 70 ans, tout le monde est jeune à 70 ans. Les temps ont changé, extraordinairement. Si bien que j'ai-tu quelque chose à dire sur les aînés. Alors je me suis mis à me pencher. J'ai rien à dire. On sait. Alors c'est ça. Bon, ce que je viens de vous raconter, je sais pas pourquoi. On sait vraiment pas pourquoi on est là, on sait à peine comment, et c'est tout récent. Il y a 50 ans à peine, on ne savait pas, on ne connaissait rien de l'origine du monde, on sait maintenant qu'il y a eu un Big Bang. On ne savait pas ça. Hein, l'encyclopédie de jeunesse, ça ne savait pas ça. Un Big Bang. Et puis même, il y a pu en avoir plusieurs, puis peut-être à l'infini. Ce qu'on sait, c'est qu'on est le produit d'une extraordinairement fine mathématique. Une extraordinairement fine combinaison qui fait qu'on est unique. On peut dire Dieu plutôt que combinaison extrêmement fine, mathématique, peu importe. Ça revient exactement au même. Hein? Sauf que dans la combinaison extraordinairement fine mathématique, il n'y a pas de péché. Phew! Vous dites que, parce que là, hey, OK, on m'a demandé de parler. Ah ben, hey, là, on n'a pas fini, vous avez encore 10 minutes, hein? Oui, OK. De parler de maths, parce que là, je ne suis pas pour tout vous lire ça, c'est tout, hey, c'est plein de... J'ai pris au hasard. Et ça m'amène, évidemment, ma révolution tranquille, je pense que vous aviez dit ça, hein? Vous avez alors, je ne veux pas que décevoir un peu le monde, ma révolution tranquille. Alors, c'est tout simplement, c'est la révolution tranquille de à peu près tout le monde de mon âge. Hein. C'est que on nous disait qu'on venait d'un X qui n'était pas loin du paradis, mais une espèce de limbe, parce que si on avait le malheur de pas vivre plus qu'une demi-minute ou 7 secondes après la naissance, on s'en allait au limbe.
J'ai jamais compris ce que c'était exactement, oui, où c'était, mais c'était les limbes. Et même avant le baptême, on allait aux limbes. Imaginez-vous, des fois, des gens se faisaient baptiser, il y avait 7 ans, que ça, il y en avait des vieux, là, puis il devait y avoir des écoles aux limbes ou quelque chose. Parce que, quoi faire avec un gars de 7 ans, il est avec une petite fille de 2 ans, et non, un autre qui a 7 minutes. Et on ne savait pas du tout ce que c'était vraiment. D'ailleurs, personne ne savait. Hein? Les clercs n'étaient pas les seuls à ne pas le savoir. C'était très mystérieux encore, la naissance, c'était très mystérieux l'univers. L'encyclopédie de la jeunesse, la Voie lactée. Ouais, la Voie lactée existe juste. Maintenant, je pense qu'on est rendu à une possibilité d'1 milliard de Voies lactées, avec 1 milliard au moins, moyenne, d'étoiles chacune, avec, mettons, 2 planètes de moyenne. Il y en a qui n'en ont pas pantoute, il y en a qui en ont 6. 2 planètes chacune. Ça fait plusieurs milliards, ça fait quasiment des milliards de planètes. Et mettons-en peut-être 2 par milliard d'habités. Pas des êtres humains, évidemment, par des animaux, des animalcules, des espèces de toutes sortes d'affaires qu'on puisse imaginer. Ça fait une maudite gang de planètes et de mondes qui sont habités. Alors qu'on était, il n'y a pas longtemps. Je suis vieux, mais pas si vieux que ça. J'ai pas 125 ans. Et c'est depuis longtemps qu'on sait ça. Et pourtant, quand j'étais petit, on ne nous disait pas ça. On était les seuls. Et Jésus était venu pour nous, spécialement. Et c'était absolument merveilleux, remarquez. C'est un... Aimez-vous les uns des autres. À part quelques paroles de Bouddha, j'ai pas entendu grand-chose d'aussi beau que ça. C'est à peu près le best qu'on puisse avoir comme mantra ou comme formule ou comme... On va mettre ça. On devrait le mettre d'ailleurs partout. C'est étonnant que ce ne soit pas plus véhiculé par les gens qui ne croient en rien, par les incroyants, mais les incroyants devraient véhiculer « Aimons-nous, aimez-vous les uns les autres ». C'est ce qu'il y a de plus beau. On ne peut pas rien inventer de plus beau que ça. Aimons-nous nous-mêmes. Respectons l'immense mystère de ce qu'on est. Et souvent, parce qu'on est aîné, on se dit, oui, je suis aîné à cette heure, il faudrait une maison, etc. Et puis là, il faut à manger, bien sûr, il faut qu'on soit bien traité, bien sûr, puis tout ça, puis tout ça, puis tout ça. Puis, on arrête un petit peu d'être intéressé par une âme, par c'est quoi ça, être un être humain. Oh! Et c'est là qu'est le trésor pour nous autres. C'est là qu'est le pactole. C'est pour ça qu'on est des maudits chanceux. Nous autres, on a le temps. Ce que personne a dans la société. On a le temps pour peaufiner la connaissance de soi, la connaissance de ce que c'est qu'un animal humain intelligent, la connaissance de ce que c'est que la fraternité, de ce que c'est que d'entrer en contact avec quelqu'un d'autre, avec un sourire, d'avoir du fun à sourire, à le prendre ou l'apprendre dans nos bras, à dire « Écoute, t'es en forme, là, oui, moi aussi, mais s'il y en a un ou deux qui est bousculé, puis qui tombe, puis qui se fait mal, ou bien qui a plus toute sa tête, ou etc., ben, hey, on s'entraide. Hein? Et puis de s'embrasser. Autrement dit, on est à un âge qui, évidemment, un style d'affaire être vieux. La mémoire pour les acteurs, c'est-à-dire qu'on a plus de misère, j'en avais 22 ans. Et en même temps, c'est un immense cadeau
Et j'ai comme l'impression qu'on ne se le dit pas assez souvent. Et qu'on s'intéresse, et on a raison, à ce qu'on soit mieux traité, qu'on s'intéresse à « Hey, un instant, on existe, on a fait notre job », ben qu'on s'occupe un petit peu de nous autres, des fois on n'est plus capable trop de la faire, puis tout ça, bon, hey, wow, c'est vrai. Mais soi-même, on a une certaine petite job à faire. Soi-même, c'est difficile ça, à s'aimer et à se respecter plus. C'est tough. Alors, je suis en train de m'endormir, puis de vous endormir en plus. Examinez l'essentiel. C'est sûr, c'est assez, hein? Peut-être une longue feuille, puis d'inscrire tout ce qu'on n'a pas pu faire. Je n'avais pas le temps. Fallait que je gagne ma vie, fallait que je gagne ma vie. Hey, il y avait des enfants, hey, il y avait... wow, j'avais pas une minute. Est-ce que je vous ai dit, M. Vandal, oui, dont j'ai parlé, je pense, au tout début, je vous ai dit qu'il était monté dans un escabeau, puis on se disait, « Oh, mon Dieu, mais il va se casser la gueule. » Il avait 70 ans seulement, imaginez-vous. Ça a changé depuis ce temps-là, hein? Il y a peut-être des gens de 65 ans ici, il y en a de 70, mais il y en a aussi de 75, il y en a de 80 sans doute, probablement, un ou deux, une ou deux, puis elle serait peut-être encore capable de monter dans un escabeau. Hein? On n'a plus les vieux qu'on avait. On est en pleine, et c'est ça qui est beau. Et maudit. C'est ça qui est effrayant dans un sens. Parce qu'on se traite comme si on avait, comme si on était des vieux dans le temps. Mais non, on est des vieux de maintenant. Mais un petit vieux, une petite vieille de maintenant, wow, bec! C'est aussi vite, c'est aussi fort, c'est aussi entreprenant que quelqu'un de 60 ans quand j'étais jeune. Quelqu'un de 60 ans déjà, ben, M. Vandal, 70 ans, M. Vandal, hey, vous allez pas mon... Mais c'était pas où? C'était le linteau de la porte, là, en arrière. C'est rien. On avait peur qu'il se casse la gueule. 70 ans. Hey, il monte encore dans un escabeau, il a 70 ans, en une échelle. Alors que maintenant, il y a des petits vieux qui font quasiment le tour du monde à pied. Ça a plus de limite. Hein? Alors, c'est assez... Oh, hey, la morosité. Ben oui. Ah, beaucoup de gens disent, je sais pas pendant ce qu'il y a là, hein? J'ai pas relu. Beaucoup de gens disent, l'époque est difficile. Ah oui, l'époque est morose. C'est pas comme dans le temps. Mais voyons, l'époque est toujours morose pour les pessimistes et toujours pleine d'espoir pour les optimistes. Et on peut se brasser un peu, se secouer un peu, hey, wow, là, hey, est-ce que ma vision, c'est vraiment celle du réel? Est-ce que c'est vraiment celle de ce qui se passe vraiment? Est-ce que vraiment, on est plus mal pris que toute la France, toute l'Allemagne, toute la Belgique, autrement dit, toute l'Europe, toute l'Angleterre, pendant la guerre 39-45 ou encore 14-18? Oh, je ne savais pas ce que j'allais lire, là. Mais en effet, mon père il avait 24 ans quand 14-18 s'est déclenché, puis il a dit, hey, moi je suis pharmacien, je vais aller aider le monde là-bas. Il est parti, puis il a été s'engager comme ambulancier volontaire. Il était shell shock, gaz moutarde, tout ça, PTSD, je ne sais pas comment on appelle ça, là. Et puis, il m'a eu, il y avait 45 ans. Et ma mère en avait 35. Alors, mais c'était déjà un homme endommagé, il ne le savait pas. Et 5 ans plus tard, il l'a su, puis j'ai vécu avec un père malade pendant 15 ou 20 ans. Heureusement, j'étais fils unique, au moins ça ne leur donnait pas trop. J'étais assez tranquille. Après, par exemple, après j'étais moins tranquille. La révolution ne fut pas tranquille, disons. Parce qu'il fallait secouer tout ce jus-là que vous avez ressenti. Il y en a plusieurs qui sont à peu près de mon âge, pas aussi vieux, mais qui sont à peu près de mon âge ici. Et c'était pesant.
c'était difficile de plaire à ce qu'on nous enseignait. Il fallait d'abord se mettre les deux mains entre les jambes, s'empêcher d'avoir un sexe, parce que ça, c'était méchant, ça, c'était épouvantable. Les filles, je ne sais pas, je suis pas une fille, mais les gars... C'était affreux, les filles, c'était très affreux. Pardon, madame? C'était très affreux, les filles, très, très affreux. Toi, on est chanceux, on est mis ça. Mais les femmes, c'est un péchant. On était ça. C'était bien tough, les femmes, hein? Mais comme je ne suis pas une femme, c'est pour ça que je n'osais pas parler pour vous, mesdames. Je suis très heureux de vous entendre. Mais pour les gars, je te dis que, hey, à la puberté, je te dis, alors, je me souviens pas, je pense que j'avais 11 ans, quand mon chum Pierre Busseau, qui est devenu un ingénieur, qui est décédé maintenant depuis un bon bout de temps, m'a montré auprès d'un bicycle. On avait un bicycle. Il était juste en bas de chez nous, on était au 3e étage. Puis, il m'a montré, si tu peux avoir pas mal de fun. Hein? Tu vois, c'est le fun en maudit. Juste à prendre la coune entre les mains, puis il dit, t'abrasses un petit peu. Puis il dit, tu vois, ça, c'est fun. J'ai dit, comment ça? J'ai dit, comme ça. Puis là, il fait, hey! Pas ça, Chris, c'est comme... Ça peut être vu de voisins ou tout ça. C'est pas ça. Non, fais pas de geste, non. Une fois chez vous, Chris. Bon, OK. Pauvre Pierre, t'aurais pu me dire ça, Chris, 3 ans plus tard. J'aurais eu 3 ans moins de péché. Parce que là, un adolescent, il y avait des belles filles dans le bout. On ne pouvait pas y toucher tellement. Alors, et puis des images dans le Devoir, dans le Montréal Matin. Alors, c'était rien de ne pas aller à la confesse, puis de ne pas aller communier. Le dimanche, on vivait juste en état de péché mortel. Si tu mourais pendant la nuit, c'était l'éternité en enfer. Ah, puis, vous savez ce que c'est que l'éternité, non? Hein? L'éternité, c'est, par exemple, vous prenez la plus haute montagne, 25 fois l'Everest. Vous prenez le plus petit oiseau, 25 fois plus petit qu'un oiseau-mouche. Hein? Une fois tous les 1000 ans. Le petit oiseau, petit, vient effleurer de son aile la plus haute montagne, une fois tous les 1000 ans. Eh bien, quand la montagne est réduite au sol, l'éternité n'a pas encore commencé. Alors, si vous êtes en enfer, pensez-y bien. Parce que là, vous souffrirez tous les tourments possibles et imaginables pendant l'éternité. On dirait que ça marque l'esprit d'un futur artiste. T'as de l'imagination déjà, mais là, on t'en fournit de l'imagination. Et pas pour t'apprécier comme être humain, pas pour que tu te dises tel que je suis, là, avec tous mes défauts, même en me masturbant, tout ça. So what? T'es un être humain, t'es extraordinaire. T'es la bébête la plus intelligente sur Terre, et même dans tout le système solaire, et probablement dans une bonne partie de la galaxie. Un instant, Marcel. T'es quelqu'un. T'es un être humain. Oh là là, si on m'avait dit ça, ben, vous auriez un tout autre Marcel devant vous. Hein? J'aurais pas... non, je ne sais pas. Mais j'aurais d'autres choses. J'aurais été autrement. Certainement, ça aurait été pour le mieux, en tout cas de moi-même. Parce que pendant des années, pour les femmes, je ne sais pas. Mais pour les gars, pour la plupart des gars, je ne demanderai pas de lever la main, vous en faites pas, mais pour la plupart des gars, ça a été un tourment. On ne pouvait pas voir une annonce de Marilyn Monroe sans tout de suite. On bandait, c'est la nature, tu bandes, puis là, c'est ça. Et ça, comment sortir du tout, comment sortir de ça? Eh bien, vous n'avez plus ce problème-là. Nous n'avons plus ce problème-là. Nous pouvons dormir tranquille. En effet, l'enfer ne nous attend pas. Oh
détour du sommeil. Mais toutes les nuits, faut vous dire une petite affaire amusante, c'est que, alors, j'étais bon catholique, je l'ai été pendant très très longtemps, même après l'adolescence. Et j'ai eu de très bons professeurs, des merveilleux professeurs qui parlaient de Dieu d'une façon absolument extraordinaire. Ils sont tous sortis de communauté, sauf celui qui est devenu le provincial de Père Harvey. Mais ils étaient brillants. Duclos, Jean-Marie Duclos, c'était un immense pédagogue, heureusement, je l'ai connu. Ça a tout changé. Mais pendant toute l'année, je n'allais pas me confesser parce que j'étais gêné. C'est gênant d'aller dire « t'as fait un péché mortel ». Pas seulement un, il en a fait 12, il en a fait 173 quand t'es rendu au milieu de l'année. Alors c'était très gênant. Alors je n'allais pas me confesser. Mais quand arrivait Pâques, un instant, là, si tu ne fais pas tes Pâques, là, c'est plus l'enfer qui t'attend, c'est super, super, super inferno. C'est Satan multiplié par 22 qui va te recevoir si tu ne fais pas tes Pâques. Alors là, je n'osais pas aller à Saint-Alphonse-du-Ville. Je prenais le tramway, je me rendais dans le bas de la ville, je prenais une église que je ne connaissais pas, puis qui ne me connaissait pas. J'allais me confesser, je regardais bien gros dans le filet. Avant le confessionnal, si personne ne me connaissait, évidemment. Et elle me confessait, je disais, mon père m'accuse, m'être masturbé 173 fois. Non, ça faisait 365 fois. Alors ça faisait 475 fois à peu près. Et d'avoir eu beaucoup de mauvaises pensées, etc. Et bien, ça ferait l'absolution. Et je sortais, et dans le petit char, parce que c'était des tramways qu'on avait, et ça prenait à peu près 3 quarts d'heure à revenir chez moi, du bas de la ville. J'étais un petit saint. Je sentais la couronne au-dessus et je souhaitais mourir dans la journée parce que peut-être que ce soir, ce serait terminé. Non, ben oui, j'avais communié, j'avais fait mes Pâques. OK, oui, dès ce soir. Probablement, ce serait terminé, je me relèverais demain matin, encore pécheur. J'ai pas besoin de vous dire, étant donné toute cette pression-là, chez des gens qui étaient très sensibles, moi j'étais un artiste, j'étais un peu dévergondé à la naissance. Tout le monde n'était pas comme ça, il y en avait que ça leur faisait rien, pas en tout, de ne pas se masturber toute l'année. C'était parfait. Ils étaient tout le temps en accord avec eux-mêmes et avec leur corps, puis très, très net. Moi, je me sentais vraiment quelqu'un de... J'étais anormal, très, très anormal dans ma tête. Maintenant, je me rends compte que j'étais tout à fait normal. Et alors, je ne sais plus pas du tout, je voulais en arriver. Mais peut-être qu'il y en a qui se masturbaient beaucoup, qui étaient bien contents, qui ne se sentaient pas coupables. C'est encore mieux. Il n'y a pas de problème si vous vous sentez coupable. Tu peux te masturber, tu peux être content de te masturber, puis tu te sens coupable. Il manquait donc de respect dans l'idée du bon Dieu, puis de la Vierge Marie, puis de Saint-Joseph. Puis, vous ne pouvez pas savoir, madame, à l'âge que vous avez, vous ne pouvez pas savoir comment on voyait tous les saints, comme c'était beau, comme la Vierge Marie était merveilleuse, comme Jésus était mort dans d'épouvantables, atroces souffrances pour moi. Qui suis-je? C'était ça un peu. Heureusement qu'on a eu le refus global. Et la pilule. Et voilà, le refus. Oui, et alors c'est pour ça que le refus global, ben c'est ça, c'était... Je me suis trouvé à être artiste, à commencer à étudier le théâtre à l'âge de 16 ans. Et puis, après, j'ai connu, dès le début, il y avait Janou Saint-Denis, il y avait Claude Gauvreau qui venait à au Théâtre du Nouveau Monde, qui venait à l'écouter. On était 12. Il y avait de ceux qui sont encore vivants. Jacques Godin, je pense, était venu la 2e année. Je ne suis pas sûr qu'il était là les premiers mois. Je suis sûr. Non, il n'était pas là les premiers mois. Il y avait Monique Miller. C'est la seule. On était 22, je pense. Ils sont tous décédés, ou alors ils n'ont pas fait le métier, ou etc. Et alors, il y avait Claude Gauvreau qui venait, qui déjà, il avait une barbe, et puis
Et je parlais contre, c'était Refus global, c'était Bordua, c'était Mousseau. Le peintre Mousseau était à la librairie Tranquille, pas loin où j'achetais des Arsène Lupin à quelques sous, parce que M. Tranquille, il prenait 5 sous, puis il vous prenait un autre Arsène Lupin, un autre livre. Et Mousseau était là, et j'ai connu des peintures automatistes qui étaient au mur. Et puis j'étais le plus jeune de la gang, Molinari, Mousseau, Claude Gauvreau, etc. Ils étaient tous là. Et puis, ça buvait, etc. Moi, je ne prenais pas d'alcool, mais je suivais. J'étudiais en théâtre, puis j'étudiais au Collège Sainte-Marie. Puis je suivais. J'étais de beaucoup le plus jeune de toute cette affaire-là, mais j'ai tout vu se développer, ça. Et la société évoluer. Pas de bon sens. Je pense. Et donc, pour en revenir à l'aîné, puis là, je vais terminer, parce que là, vous êtes tanné en maudit. Pour en revenir à l'aîné, si on pouvait donc saisir ce temps qu'on a et qu'on n'a jamais eu, pour la plupart d'entre nous, on travaillait comme des fous. Si on pouvait donc saisir les minutes, les heures, les jours qu'on a, puis essayer de s'emplir de cette merveille qu'on est, qu'est l'être humain, que c'est que de voir, que de regarder des peintures, que d'écouter de la musique, l'oreille, que de... On vit, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas vraiment comment, mais on respire. Si on pouvait donc enjoy breathing, c'est une affaire simple, juste bouger les doigts de la main, c'était une main, c'est extra. S'émerveiller sur la main qui bouge, puis qui peut ramasser des objets, puis encore faire des affaires, puis faire des arabesques. Le corps, puis les bras, puis les jambes, puis marcher, puis on peut marcher, puis... Même qu'on peut se permettre des voyages que ne pouvait pas se permettre. On ne pouvait rien se permettre anciennement. Puis en plus, sans ça, imaginez-vous, la guerre 14-18, tout est ravagé. Toute l'Europe est ravagée. Mais Christ, 39-45, 20 ans plus tard, ça recommence. J'avais une jeune femme qui travaillait sur un des films où j'étais, et elle me dit, elle venait d'Alsace, et elle me dit, mes grands-parents ont eu une ferme avec beaucoup de bovins, puis de presque en pleine prospérité. Et puis là, les Allemands sont arrivés, et puis, lors de la guerre 70-71, l'Alsace-Lorraine, ils ont tout détruit, ils ont tout mangé, ils ont tout, etc. Ils sont partis, puis il n'y avait plus rien. Ils ont reconstruit la ferme, ils ont racheté des bestiaux, ils ont investi dans cette ferme-là, et c'est devenu une ferme formidable. Et en 14-18, l'autre c'était 70-71, en 14-18, il y a encore la guerre, l'Alsace et la Lorraine. Là, je ne sais plus, c'est peut-être les Anglais, les Français qui sont arrivés, ils ont tout pris. Ah non, vos bestiaux, il faut que ça nourrisse les soldats, ils ont tout pris, puis la ferme a été brûlée. Les enfants, les parents de cette jeune fille-là qui me racontait tout ça, ont rebâti tout ça. Ils étaient tout jeunes, ils avaient 20 ans, et ont rebâti tout ça. Pour en 39-45, la même chose, tout à zéro. Nous autres, on n'a rien connu de ça. Pensez pas qu'on n'a pas un monsieur qui est l'Amérique latine, les Chiliens, j'en ai connu plusieurs, les Chiliens qui ont fui des régimes totalitaires d'extrême droite qui étaient recherchés par la police, etc. Nous autres, on n'a pas connu ça, et on ne connaît pas ça, et on ne connaîtra jamais ça. C'est comme une pomme. Quand je pense à ça, c'est comme une belle pomme rouge. Quand tu n'as pas mangé depuis 2 jours, puis que tu es en voyage, tu es avec un chose, puis tout à coup tu dis, bon, mais il me reste une pomme. Puis là, tu la sors, puis tu la regardes de tous les côtés. Et maudit, vas-tu l'attaquer aujourd'hui? Ah oui, ah ben oui.
La première bouchée, le jus de la bonne pomme. Si on pouvait donc manger nos journées, nos heures, nos minutes, nos instants, comme ça, comme une pomme, comme un orange, comme un fruit, c'est donc semblable au temps qui passe et à cette merveille qu'est le temps qui passe. Et on en a pour combien de temps? Pour 10 ans, 18 ans, 4 ans, 1 an, 6 jours. On s'en sacre-tu si on mange la pomme, si on mange l'orange goulûment. C'est un trésor. Le reste, tout le reste, même l'endroit où on habite, même les problèmes qu'on a avec nos voisins, même les problèmes qu'on a à se trouver un petit peu plus à manger ou un petit peu moins, et donc on ne peut plus faire le travail qu'on faisait, tout ça c'est vrai, ça existe, c'est énorme. Mais c'est moins lourd dans la balance que le petit soleil qui a de l'autre bord et qui est que est né, oui, mais j'existe pareil. Moi, j'aimerais que vous nous parliez de ce que vous avez appris et ce que vous apprenez maintenant des jeunes. Oh, ben les jeunes, nous autres, on est des trésors, mais imaginez-vous un jeune, un enfant, j'ai enseigné toute ma vie, j'enseigne encore à l'occasion. Ça n'a plus de bon sens. Et en plus, c'est ça, ils sont de plus en plus intelligents, ils sont de plus en plus vifs, ils sont de plus en plus... Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité, puis ça, c'est pas assez dit. J'ai vu de mes petits-enfants, le petit-enfant de 12 ans, demander au petit-enfant de 7 ans, « Hey, cette bidule-là, comment ça marche? » Puis l'enfant de 7 ans, il dit, « Ben voyons donc, comment ça se fait? C'est pas ça. » C'est ça. Première fois dans l'histoire du monde. Imaginez-vous que ça a toujours été l'inverse. Évidemment, c'était l'aîné qui disait, « Hey, voyons, tu te sers mal, attends une minute, là. » En fait, c'est inversé. Grâce à qui? Ben, à ce que nous sommes, ce que nous avons fait. Nous avons fait ce monde qui est reviré à l'envers, qui donne un espoir extraordinaire, parce que les enfants naissent avec une vitalité, des idées, puis c'est pas marcher ses pieds. Je vous dis que c'est rébarbatif. C'est pas comme nous autres. Nous autres, on marchait dans les rangs, puis avec donc, puis pas un mot de plus à la game, puis etc. Non, eux autres, ils en disent des mots à la game, puis tout croche. Ben, c'est comme ça que l'enfant se développe. C'est comme ça que... Nous, on marchait dans la noirceur, eux autres marchent dans l'information et deviennent la lumière. Oh, madame, que c'est beau, let's drink to that, en effet. Ben oui. Pour ça, moi, je suis tellement... Mais je suis très optimiste de nature, vous l'avez deviné sans doute, je suis niaiseux. Je suis un niaiseux, grand niaiseux, je vais mourir niaiseux. Mais d'ailleurs, on peut difficilement enseigner si on n'est pas profondément niaiseux. Si on est pessimiste, si on voit tout en noir, en général, on ne fait pas une bonne job. Hein? Alors, s'il y a des enseignants parmi vous, je suis sûr que vous êtes des optimistes, je suis sûr que c'est ça, parce que on voit la vie, puis c'est... Hey, 14, 18, 39... À cause de mon père, j'ai connu très bien, j'ai entendu parler, évidemment, toute ma vie de 14, 18, 39, 45. Là, j'ai eu des gens qui sont allés à 39, 45, là, des gens qui étaient plus âgés que moi, évidemment, mais que j'ai vu partir. On s'est engagé, ensuite la guerre de Corée, ensuite, etc. Ça n'a pas arrêté. C'est incroyable. Maintenant, on a une joie de vivre, une paix de vivre, et même pour les gens âgés, des ressources qui n'ont jamais existé, même à 1/100 de ce que nous avons. Alors, évidemment, il faut se plaindre. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, ben voyons donc, puis on est une force, hein, vis-à-vis des pouvoirs publics, puis sûrement, il faut s'unir, il faut toutes sortes d'organismes. Puis il faut le dire, quand on n'est pas content, il faut le dire, parce qu'on est capable encore de faire quelque chose, puis d'être utile. Hein? Mais en même temps, et ça, il ne faut pas le dire ailleurs, il faut se le dire entre nous, en même temps, quelle joie d'être encore là, d'être finalement assez nourri. Moi, je peux vivre sur une palette de chocolat par jour, puis une bédaine, imaginez-vous. Alors, quelqu'un qui est maigre peut vivre sur la moitié d'une palette de chocolat par jour. Alors, non mais, oui. Aujourd'hui, les jeunes ne peuvent pas vivre sans
leur cellulaire. Aujourd'hui, on parle de la 5G, on parle de l'intelligence artificielle, de Greta qui est suicidaire, de quelle panique, elle veut que vous faites. Ah oui. Je veux dire, les enfants, je regardais les nouvelles, les ados, ils ont beaucoup de... sont tous sur les, plusieurs sont sur les antidépresseurs, là, ça sort dans les nouvelles. On est avec de passer des Prozac dans les écoles. Finalement, c'est peut-être trop drôle pour la jeunesse parce que je ne sais pas si on a l'impression qu'on entend souvent, ben, il ne faut plus faire d'enfants. Ils pensent qu'ils vont. Ils pensent que la fin du monde est dans 5 ans, 10 ans. On le répète souvent que c'est la fin du monde. On les a très liés. Mon Dieu Seigneur, c'est comme si... je pense qu'ils ont oublié que les multinationales étaient là, les banksters étaient là, que les gouvernements servent beaucoup les intérêts de l'élite, d'une oligarchie. Les chemtrails, Monsanto. C'est ça qu'il faut dénoncer, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus endoctrinés et manipulés qu'autre chose. Finalement, je veux dire, les adultes ou les parents ont laissé la responsabilité sur le dos des enfants. C'est des bébés, là. Ben, on veut qu'ils votent à 8 ans. On veut qu'ils votent à 8 ans à 14 ans. Oui. Ça doit être traumatisant pour un jeune enfant de penser que son père ou ses parents, je veux dire, l'ont abandonné. Ben non, voyons donc, je veux dire... C'est comme si nous, on nous faisait peur avec la religion, surtout on leur fait peur avec le climat, on leur fait peur avec quoi, donc, je sais pas, mais il y a toujours la peur à quelque part. Mais elle est assez convaincante, la petite Greta, tu sais, je sais pas si, tu sais, je sais pas, mais moi, je pense je pense que cet enfant-là subit de la maltraitance, parce que je veux dire, non, il faut la faire soigner, l'enfant, tu sais, elle devrait être à l'école. J'étais parent, j'aurais porté, tant qu'il y a des humains, vous savez, il y aura de la souffrance, hein. Mais il suffit de regarder juste dans le domaine du théâtre, My Fair Lady, qui vient de la pièce Pygmalion de George Bernard Shaw. Quand je suis né, George Bernard Shaw vivait encore en Angleterre. Il avait écrit Pygmalion vers 1890-1892 pour montrer qu'avec de l'éducation, on pouvait ramasser quelqu'un dans le ruisseau et en faire une espèce de princesse qui donnerait le change. C'est ce qui s'est fait. Ma grand-mère venait d'une famille de 27 enfants. Mon arrière-grand-père avait eu 5 femmes différentes. Et elle n'a jamais su lire ni écrire. Elle est morte à 99 ans et 3 mois. Mais elle n'a jamais su... Elle lisait comme Donalda dans Un homme et son péché à la radio. C'est ça, lentement, chaque mot, etc. Et tout Montréal était comme ça, tout Québec était comme ça, tout le Québec était comme ça, tout le Canada était comme ça, toute l'Angleterre était comme ça, la France était comme ça en 1898-95, il n'y a pas longtemps, 1895. Vous savez, c'est 125 ans, c'est-à-dire que si j'étais un peu plus vieux, j'aurais quasiment, je pourrais vous dire, je suis né en 95. Eh bien, c'était partout. Si vous n'aviez pas de l'argent, vous n'étiez pas éduqué, vous ne sauriez même pas lire et écrire. Et vous étiez légion. C'était l'immense majorité de la terre entière qui était comme sous-développée intellectuellement, dont on ne s'occupait pas. La mort de ces gens-là, mon Dieu, dans le ruisseau, dans les petites rues de Londres, de tout ça, voyons, non, on ne savait même pas combien il y avait eu de morts. Quand il y avait une épidémie, on le savait parce que, ça menaçait les gens riches. Un instant, il faut arrêter ça. Comment ça se fait? Puis là, il y avait des recherches. Puis là, on voyait que ça venait en même peut-être, puis là, ça aidait les microbes. Ben, avant Pasteur, hein? Avant. Alors, le monde vivait dans une crasse, dans une... Ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient pas une intelligence supérieure. Certains étaient des monstres d'intelligence, auraient fait des Einstein. Ils n'ont jamais eu la chance d'apprendre à lire, d'apprendre à compter. Alors, c'est pour ça que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui vont mal. Il y aura toujours un tas d'affaires qui marcheront mal. Puis des fois, et comme vous le pointez, c'est souvent l'inverse.
de ce qui marchait mal 10 ans ou 15 ans avant. Hein. Ça a l'air d'être fait comme ça. C'est niaiseux. C'est comme si on apprenait difficilement à vivre en communauté, difficilement à vivre, point. Hein. À vivre difficilement, à vivre heureux. Ça, c'est ce qu'il y a de plus difficile, je crois, à faire. C'est de vivre avec un sourire intérieur. Si je vous ai parlé du pactole, du trésor, peut-être dès le début, c'est à cause de ça. C'est que si on se rend compte du trésor qu'on est, ben, moi, en tout cas, quand je me dis ça, je pense pas tout le temps, hein. On passe plusieurs jours, plusieurs semaines, des fois, en me disant, voyons, qu'est-ce que c'est que je fais là? Je suis vieux, si, mais tout à coup, on me rend, ben là, ça s'ouvre. C'est, wow! Comme quand on a une apparition. Je n'en ai jamais eu, moi, je sens maudit un peu, parce que toutes les saints dont j'ai lu la vie avaient toutes des apparitions, mais ça ne m'est jamais arrivé. Mais j'imagine que c'est comme ça. J'imagine que c'est comme ça. Hein? Pour parler des saints, introduction, c'est-tu introduction à la vie des votes? Saint François de Sales. Alors, ceux qui aiment les fleurs et tout ça, alors, lisez le livre de Saint... Je pense qu'il a écrit juste un livre, François de Sales. Et je pense que c'est l'introduction à la vie des votes, je ne sais trop pas, mais il parle des fleurs, il parle des jardins. Je me souviens d'avoir lu ça, tout ça, c'est beau. Ça, c'est pour me faire pardonner au cas où l'enfer puis le ciel existe. Avec tout ce que je vous ai dit, je vais passer un mauvais quart d'heure tout à l'heure. Ça sera peut-être pas long, peut-être en sortant d'ici, je suis plus là. Monsieur Sabourin, merci beaucoup. Alors voilà, la conférence de M. Sabourin va être sur le site de la conférence. Ils vont la couper, j'espère. Non, ils la couperont pas. Alors, ceux qui voudront profiter pour la réécouter partout au Québec, que ce soit possible. Merci beaucoup pour votre présence. Merci de l'accueil de la table régionale de Montréal. J'espère que vous avez passé une très belle soirée. Pour moi, ce sera mémorable. Merci.